Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio, bonsoir au JCRM, bonsoir Kif Kony, ça fait plaisir que vous soyez là. Ce soir on va un petit peu passer encore une fois tous ensemble l'actualité du football européen en revue. Alors déjà on sent un petit peu de rancœur au JCRM, bonsoir à tous sauf à Allegri et aux joueurs de Marseille. Donc on a passé un mauvais week-end on va dire, et même semaine. Et puis, Kif Kony salue le fan du PSG, si ma mémoire est bonne. Absolument, Kif Kony, c'est un fan du PSG et de Kylian Mbappé. Donc, c'était un soir particulier pour lui hier soir, je pense. Donc voilà. Ce soir, on va parler de quoi? Alors, bien sûr, on peut parler de tout. On va peut-être parler d'Allegri pour commencer. Mais on va parler déjà de Arsenal, qui est bien supérieur à Manchester United, si on avait un doute. Ensuite, on va faire un petit peu le bilan des 7 années de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Et enfin, on va parler un peu des finales de Coupe d'Europe qui sont surprenantes. En tous les cas, à chaque fois, il y a quand même un invité surprise qui se glisse en finale. Donc voilà, même carrément deux invités surprises pour l'Europa League, je pense. Je pense pas qu'au début de la compétition, on se dise que la finale soit Atalanta-Bayer Leverkusen. Donc voilà. Au JCRM qui nous dit, j'ai une statistique incroyable sur United et City. Vas-y, c'est quoi ta stat? Donc voilà, après on peut aussi, en attendant que OJCRM nous sorte la stat, on peut aussi parler un petit peu, comme tu parlais de bonsoir à tous sauf à Allegri. Allegri a priori va s'en aller de la Juve, a priori encore aujourd'hui il y a eu des journalistes qui ont confirmé que c'était sûr que Allegri allait s'en aller, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs ça peut être aussi le cas de Adrien Rabiot, qui va d'ici 3-4 jours, je crois, annoncer ce qu'il va faire, parce que pour l'instant, il n'a plus de contrat. Donc voilà. Alors, la stat d'OJCRM. United a perdu 14 matchs cette saison, et l'inverse, City, c'est 11 matchs perdus, mais en 3 saisons, effectivement. Et d'ailleurs, United a perdu 14 matchs pour la première fois de son histoire. Donc c'est quand même, je pense que Ten Hag, il a un record de compète. C'est incroyable d'être le manager qui a perdu le plus avec Manchester United depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est impressionnant. Bref. Je ne sais pas si la stat ne concerne que la première ligue ou l'ensemble du championnat d'Angleterre. Je sais plus. Mais déjà, si c'est la première ligue, bah, ça ferait déjà quand même plus de 30 ans que United n'a pas perdu 14 matchs. Donc, ça fait déjà un beau score. Donc voilà. Après, si c'est presque 130 ans, alors là, jackpot, bingo, félicitations Ten Hag, là, ils rentrent, ils vont lui faire une statue. Mais dans les chiottes, en revanche. donc voilà. Ouais, United, bon, et City, effectivement, 11 matchs en 3 saisons, c'est fou. Effectivement, c'est complètement dingo. Pour revenir à Allegri et à Rabiot, donc oui, effectivement, ça se précise. Et puis un autre grand départ de la Serie A, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, mais Olivier Giroud a annoncé officiellement, alors on le savait, c'était un petit peu un espèce de secret de polichinelle qu'il allait partir en MLS au Los Angeles FC avec son pote Hugo Lloris, mais il l'a annoncé officiellement, 3 saisons vraiment pleines d'Olivier Giroud. Voilà, une saison avec un titre absolument stratosphérique. Et c'est vrai que moi, en tant que supporter du Milan, je peux que remercier Olivier Giroud de ce qu'il a fait au Milan. Il a brisé déjà la malédiction du 9, qui a frappé tous les joueurs qui ont porté le numéro 9 au Milan depuis Filippo Inzaghi. Donc voilà, c'était une sacrée traversée du désert. Tous les 9 qu'on recrutait qui étaient bons, ça devenait des pompes à vélo intersidérales. Donc voilà, plutôt pas mal. Et puis aussi, bah moi je le remercierai pour une chose, si je dois garder une image d'Olivier Giroud, c'est le doublé contre l'Inter, dans le derby, Inter-Milan, lors de la saison du titre. On est mené 1-0, et là, lui, il te sort
il te sort un doublé qui fait en sorte qu'on gagne le match 2-1, et finalement le titre on le gagne pour 1 point, donc ce match-là dans le derby a été ultra important, et il a montré encore une fois que dans les grands matchs il était là. D'ailleurs, bizarrement, on va dire ces 2 premières saisons il a moins marqué, mais il a beaucoup marqué de buts dans les gros matchs, dans les matchs qui comptent, mais il marquait pas beaucoup, c'est vrai. Et là, dans sa 3e saison, il marque et il fait beaucoup plus de passes décisives. Après, le jeu du Milan avec les Reinders, les Pulisic, etc., est beaucoup plus offensif, a beaucoup moins de maîtrise défensive aussi d'ailleurs, mais est beaucoup plus offensif. C'est vrai qu'il a marqué beaucoup plus et il a fait beaucoup plus de passes décisives, mais en revanche, pas dans les matchs qui comptent. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas fait les deux. Après, voilà, Giroud n'est pas une légende du Milan, mais ce qu'il a fait renaître le club, il a concouru à la renaissance du club, donc franchement, chapeau, merci, un titre après 10 ans, voilà, enfin, sans titre, c'était fantastique. Merci pour tout, Olivier, et goodbye, et chapeau encore pour le professionnalisme du mec. D'ailleurs, JCRM qui dit tellement hâte de voir son docu sur Canal le 26 sur Giroud. Ouais, ça va être cool. Kifkoni qui dit oui, ambassadeur officieux du PSG à Zagreb. Ouais, non mais un jour t'auras une ambassade officielle, c'est sûr, Kifkoni. Ambassade du Paris Saint-Germain au milieu de Zagreb. C'est clair. Pour Giroud, c'est 121 matchs, 46 buts avec le Milan, pas mal, presque un but tous les 3 matchs. Ouais, effectivement, non, c'est plus d'un but tous les 3 matchs, plus toutes les passes décisives, plus tout le jeu invisible. On connaît Giroud, hein, ce qu'il fait aussi en dehors, c'est-à-dire tous ces gestes défensifs dans la surface de réparation, et puis tout le pressing qu'il fait, et l'exemplarité qu'il donne aussi à toute la petite bande de jeunes qu'il y a au Milan. Donc non, franchement, chapeau, c'est incroyable ce qu'a fait Giroud. Donc voilà, bravo Giroud. 38 ans hein, quand même, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut se remettre en tête, hein. C'est 35, 36, 37, 38, enfin il est arrivé, il avait 36 ans, il repart, il a 38, et il a été champion d'Italie, il a fait une demi-finale de Coupe de Champions League, et cette année encore, il est meilleur buteur. Donc voilà, non, franchement, chapeau, quoi. C'est pas une légende, mais ce sera quelqu'un qui aura marqué l'histoire du Milan, parce qu'il a toujours tout donné, il a jamais triché, donc comme d'habitude d'ailleurs. Donc voilà. Bref, après ce petit interlude italien sur qui reste, qui s'en va, etc., j'aurais adoré le voir en Allemagne, Giroud, il se serait régalé là-bas. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Après, en Allemagne, là, ces derniers temps, en tous les cas, il faut une certaine vitesse quand même. Il faut savoir se projeter. Giroud, très clairement, hein, dès qu'il doit accélérer, c'est pas du tout son jeu. En revanche, s'il y a du jeu dans la surface, des centres, etc., de la pure remise, tout ça, en revanche, c'est plus que son jeu. Donc voilà. On y va, on va commencer avec la Première Ligue. Arsenal supérieur à Manchester United. Pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, comment dire, bien sûr, sur l'ensemble de la saison, on ne se pose pas la question de est-ce que Arsenal est supérieur à Manchester United, mais c'est vrai que finalement, si on se projette un petit peu 10 ans en arrière, on a l'impression qu'on assistait à quasi l'enterrement d'Arsenal, et Manchester United était encore dans sa période de domination. En tous les cas, c'était à la fin, parce que Sir Alex Ferguson part en 2012, mais c'est vrai qu'on restait sur cette ultra-domination de Manchester United et une décrépitude absolue d'Arsenal. 10 ans après, en fait, on est exactement à l'inverse, si ce n'est que Arsenal n'a pas encore concrétisé sa domination, et peut-être qu'elle le fera jamais, mais en tous les cas, très clairement, maintenant Arsenal joue le titre. Ça fait 2 années de suite que c'est le seul contender de Manchester City jusqu'au bout. Donc voilà, c'est déjà un pas absolument stratosphérique. Et Manchester United, ces 2-3 dernières saisons, nous a montré que dans les gros matchs, et particulièrement contre Arsenal, ils arrivaient encore des fois à s'imposer, alors que sur l'ensemble de la saison, ils étaient moins forts. Et là, c'est terminé, en fait. C'est-à-dire que hier,
Arsenal a dominé le match, en fait, en se faisant dominer, en laissant la balle à Manchester. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une maîtrise de l'événement, ils ont une maîtrise de ce qui se passe dans le match. Et contre Manchester United, en fait, ils se font absolument pas inquiéter. Ils peuvent leur laisser la balle sans aucun problème, parce qu'en fait, ils savent que de toute façon, ils ont des flèches qui vont très vite devant. Ils ont une défense qui est très solide, et les individualités de Manchester United en face sont absolument pas au niveau de leur faire mal en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait ils se laissent gentiment dominer et puis voilà, et puis ils agissent en contre et ça marche. Ça a marché très rapidement avec Trossard et puis après en fait ils ont fait que gérer quoi. Donc voilà. 8-2 les bébés Dixit Arsenal. Oui, c'est les hommes contre les enfants. Effectivement, quand United a écrasé Arsenal, ouais, c'est clair, cette équipe-là, elle était déjà terrifiante, c'est-à-dire que c'était une des équipes les plus fortes d'Europe, hein. Ils étaient très fréquemment en finale de Ligue des Champions, bon, malheureusement, ils rencontraient très fréquemment aussi le Barça de Pep Guardiola, donc ils ont pris des sacrés roustes à cette époque-là, mais ils étaient en finale, donc c'était clairement la deuxième ou troisième meilleure équipe d'Europe. Et en Première Ligue, ils dominaient de la tête et des épaules. Arsenal, c'était des roustes sur roustes, quoi. Arsenal avait fait un choix financier de construire l'Emirates. Et pendant 10 ans, ils ont payé ce choix financier, le temps d'absorber l'achat du club, du stade. Donc c'est vrai que voilà. D'ailleurs, ça fait un peu flipper hein, pour les clubs comme Milan, par exemple, qui veulent construire leur stade tout seul. C'est pour ça aussi qu'ils voulaient le faire avec l'Inter, hein, parce que t'amortis 2 fois plus vite. Mais c'est clair que ça fait un peu flipper, parce que tu te dis, si c'est pour terminer comme Arsenal a plus rien joué pendant près de 10 ans, même plus, un peu plus, c'est inquiétant. Donc voilà, mais bon. En tous les cas, voilà, Arsenal est très clairement un vrai contender du championnat d'Angleterre maintenant, et j'avoue que je doutais au début de saison, je crois que je vous l'avais dit, après comment dirais-je, la déception qu'ils avaient vécue la saison dernière en s'effondrant à 7-8 journées de la fin, je m'étais dit que ils allaient mal repartir et que ça allait être difficile pour eux d'être encore vraiment au niveau. Et finalement, en fait, pas du tout. Ils ont eu un départ, effectivement, qui n'était pas tonitruant. Mais après, très rapidement, on a compris que Arsenal était encore sérieux et prenait les points quand il fallait les prendre. Savait aussi se faire dominer. Hein. Le match qu'ils ont fait contre City était un match ultra mature. On en avait parlé ici. Donc, non, franchement, très très bien. En coach, on parle beaucoup de Mota, Xabi Alonso et De Zerbi. Je trouve pas assez d'Arteta qui fait un boulot dingue à Arsenal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. On va dire que le truc, en fait, c'est que, tu vois, Mota, De Zerbi et Xabi Alonso, ce sont des coachs qui ont eu un impact instantané sur leur équipe et sur les résultats de leur équipe. De Zerbi, je veux dire, il prend une équipe de Brighton et il la met en Coupe d'Europe. Ce qui est stratosphérique, hein, parce qu'on s'en rend pas compte, on a l'impression, ah ouais, ils sont 8e. Oui, d'accord, mais c'est Brighton, c'est pas, on n'est pas en train de parler d'un gros club, donc c'est spectaculaire ce qu'il a fait l'année dernière avec Brighton. Cette année, un petit peu moins, mais en même temps, il s'est fait piller à l'intersaison, donc faut pas non plus rêver, hein. Les Caicedo, même si finalement ça marche pas extraordinairement là où ils vont, mais il avait des très bons joueurs qu'ils ont revendus très 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 cher, Brighton, et derrière qu'ils n'ont pas forcément remplacé en termes qualitatifs. Donc il a eu des résultats instantanés. Xabi Alonso, j'en parle même pas parce qu'il prend l'équipe, d'ailleurs c'était au JCRM hein, qui nous en a parlé ici dans Buenos Aires Calcio, le premier en nous disant Xabi Alonso c'est super ce qu'il fait, il a repris une équipe relégable et à la fin des matchs retour c'était la meilleure équipe. En fait son travail il a été instantané aussi, c'est la même chose sur la première demi-saison qu'il fait avant cette saison-là. Et puis effectivement Mota c'est la même chose. Mota voilà, il prend Bologne qui est dans un projet vraiment très très bon, hein, grâce à Sartori d'ailleurs, on va en parler, mais et il les emmène en Ligue des Champions, chose qui n'est pas arrivée depuis 34 ans, je crois. Donc voilà, donc c'est quand même spectaculaire. Alors qu'Arteta, et j'en viens à mon développement, Arteta en fait a eu
2 saisons qui étaient pas très bonnes, les 2 premières, et ensuite, effectivement, 2 bonnes saisons. Et il a dépensé énormément d'argent, il a construit son groupe petit à petit. En gros, Arsenal s'est dit, on lui donne du temps, et on verra ce que ça donne. En gros, alors ils lui ont pas donné un chèque en blanc, mais c'est clair que les 2 premières saisons, dans un club, on va dire, normal, qui est habitué à avoir des résultats, il aurait sauté, je pense. Ce serait pas, il aurait pas fait la 3e en fait. La 3e qui a été la bonne en fait, où il a joué le titre jusqu'au bout. Donc voilà. Mais Arsenal n'est pas un club qui va bien. Arsenal est un club qui de toute façon n'avait plus rien à perdre parce que ça faisait 15 ans que ça tournait pas. Donc tu te dis, bah lui au moins il a un projet. Petit à petit on voit des progrès. Les gens commencent à revenir au stade, ils commencent à s'identifier aux joueurs et à l'entraîneur. Bon, bah, laissons-lui du temps. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'ils ont fait des choix judicieux. Alors, je ne sais pas si c'est la cellule de recrutement ou si c'est lui en particulier ou en tous les cas son staff. Je pense que c'est un peu des deux. Ils ont construit petit à petit un groupe vraiment performant, mais je vous signale que, par exemple, ils se débarrassent de Saliba parce qu'il ne veut pas le faire jouer, il le prête à Marseille, et puis finalement, la saison suivante, après la saison qu'il a fait à Marseille, il le récupère, il devient titulaire la saison dernière, et puis cette année, très clairement, c'est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Donc, tu vois, il a fait aussi des choix au début qui étaient un peu bizarres, alors à moins qu'il sache, lui, dans sa tête, que l'envoyer à Marseille, c'est sûr que ça va le faire mûrir, etc. Mais moi, ce que j'avais entendu à l'époque, c'est il veut pas de Saliba, il veut le prêter pour le faire jouer, puis ensuite le vendre. Et puis finalement, il le vend pas, il le récupère. Donc, en fait, il prend son temps, il fait pas forcément que des bons choix au début, mais finalement, bah, ça s'avère payant. De toute façon, ça s'avère quasi toujours payant quand tu donnes du temps à un coach. Le seul problème, c'est qu'il faut que le public soit désespéré pour tolérer que tu donnes du temps à un coach quand ça marche pas. En fait, c'est ça. Quand il est habitué à gagner, il te laisse pas, le public, il te laisse pas faire, en fait. Et tu es obligé de réagir et tu es obligé de le virer. Donc c'est ça un petit peu le problème. Il performe avec peu de grandes stars, il n'y a plus de stars à City et Liverpool par exemple, même à United, il n'y en a plus, et pourtant il se bat chaque saison pour le titre depuis 2 saisons. Il prête Guendouzi aussi, et la saison, il laisse partir Saka. Et Tavares. Ouais, alors Tavares, franchement, c'est bien, hein. Il faut qu'il s'en aille. Mais voilà. Chaka, oui, c'était surprenant, mais ça a été très bien digéré par l'équipe, donc voilà, parce que c'était quand même le métronome, et puis on voit la saison qu'il fait au Bayern. Xhaka a été comment dire, sa carrière, elle est vraiment, en fait, il avait un vrai problème de maturité, et maintenant qu'il arrive à la fin de sa carrière, il a cette maturité, et il arrive à exploiter vraiment son talent, parce que le fait qu'il ait du talent, Xhaka, ça n'a jamais été un problème, on s'est jamais demandé, je pense, est-ce qu'il a du talent ou pas. En revanche, c'est vrai que comment est-ce qu'il l'exploitait, comment il arrivait à se canaliser, comment est-ce qu'il arrivait à dominer les événements pour continuer à être performant, quel que soit le moment de la saison, la provocation qu'il avait, etc. Ça, c'était un vrai problème de Xhaka. Et là, bah, c'est quelque chose qu'il a réglé avec le temps, donc chapeau. Odegaard, il vient sous l'ère Arteta aussi, et où je dis une bêtise. Non, oui, je crois. C'est la première saison d'ailleurs. Il le transfère D'abord, c'est un prêt. Je crois, du Real, et à la fin de la saison, il le transfère, définitivement. Donc, ou alors, oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, absolument. C'était son 2e prêt après, je crois qu'il était allé à la Real Sociedad ou au Celta Vigo, je me souviens plus. Il avait fait Real Sociedad, Celta Vigo, un truc dans le genre. Ensuite, Arsenal en prêt encore, et finalement, ils avaient une option d'achat et ils l'ont levé. Donc voilà, Odegaard, très bon joueur. Après, c'est pas la superstar qui avait été annoncée lorsqu'il a été transféré à prix d'or à 16 ans par le Real, mais c'est plutôt un bon joueur. C'est même un très bon joueur. C'est un très bon milieu de terrain dynamique, qui a une bonne passe, une bonne vision du jeu, qui est bon des 2 pieds, qui sait marquer des buts, mais c'est pas la superstar attendue. C'est pas voilà. C'est un peu comme Frenkie de Jong. C'est des bons joueurs, mais quand on les a vus au début, enfin. Alors, Odegaard, pardon, c'est plus quand on l'a annoncé qu'on pensait que ça allait être une superstar. En revanche, c'est vrai que Frenkie de Jong, c'est quand on l'a vu jouer avec l'Ajax, où tout le monde s'est dit, ah, voilà, ça y est, c'est la superstar de demain. Bon, finalement, voilà, c'est des bons milieux de terrain, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas le top mondial non plus, faut pas déconner. Donc voilà, un Kroos, il en a encore 4 dans les jambes, des Odegaard et
des Frankie de Jong, par exemple. Donc voilà. Ouais, donc voilà, en tous les cas, Arsenal a scié sa domination sur la première ligue, excepté sur Manchester City, quoique dans les confrontations directes cette saison, ils ont été plutôt bons. Donc voilà, mais pas encore dans les résultats. Est-ce que Arsenal va réussir cette année? C'est possible, hein, allez savoir. 2 matchs, il leur reste 2 matchs, il en reste 3 à Manchester City. On va voir. Mbappé, on va faire le bilan. Tiens, c'est très bien d'ailleurs que Kif Kony soit là. Mais c'est vrai que, je sais pas s'il est là encore d'ailleurs, mais c'est vrai que j'avais envie de revenir un peu sur son bilan. Alors pas seulement chiffré, oui, ok, on va regarder. Ok, il a marqué un but par match, plus il a fait énormément de passes décisives. Donc tu peux pas dire c'est un joueur qui est ultra décisif. C'est clair. Donc voilà, et il l'a fait dans toutes les compétitions. Donc que ce soit en championnat, en Coupe de France, mais aussi en Ligue des Champions. Il a un bilan stratosphérique en Ligue des Champions, en termes de ratio but par match. Donc, oui, ok, il n'a pas été très bon sur cette dernière campagne, et encore sur la deuxième partie de saison, parce que sur la première, il était plutôt bon. Mais on ne peut pas dire Mbappé a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Ce qui lui manque, c'est cette Ligue des Champions, malheureusement. Et puis la fois où ils vont en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, c'est une finale un peu tronquée parce que Covid, parce que Final 8 et parce que le meilleur joueur, c'est Neymar. Très clairement, c'est Neymar qui les emmène là-bas. Donc, c'est un peu mitigé sur cette partie-là. Maintenant, voilà, il a fait 7 saisons avec le Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire, il aura amené 6 titres, 3 Coupes de France, enfin bref. Puis après les petits titres mineurs. Donc voilà, non, c'est très bien. C'est même le meilleur joueur, je pense, du Paris Saint-Germain qui ait jamais eu au niveau individuel. Très clairement, je pense. Donc en tous les cas, j'ai pas vu le Paris Saint-Germain depuis 1970 ou 75, ça dépend de quelle date on se donne, mais allez, 70. J'ai pas vu tout le Paris Saint-Germain, j'ai dû en manquer 15 ans à peu près, mais à partir de 86, 87 jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de joueur individuellement plus fort que Mbappé, même des Daleb ou des trucs comme ça. C'était des joueurs, ou Suzic, ça fait de Suzic, c'était des joueurs stratosphériques, Valdo, Weah, Ginola, Rai, etc. Voilà, je parle en termes chiffrés, individuellement, vraiment au-dessus de tout le monde. En revanche, très clairement, si je dois retenir un joueur du Paris Saint-Germain, et que je dois me dire, c'est une légende, c'est la légende du Paris Saint-Germain. Avant Kylian Mbappé, il y a Luis Fernandez qui me vient, il y a Rai qui me vient à l'esprit. Voilà, il y a même Bernard Lama qui me vient avant Kylian Mbappé. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vécu leurs épopées alors que j'étais jeune? Ça, c'est possible. Même si je suis toujours jeune, ça, il n'y a pas de doute. Mais effectivement, c'est possible. Mais ça ne change pas que pour moi, les légendes, celles qui représentent le club, je pense qu'elles ont donné plus que Kylian Mbappé en termes émotionnels, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi le truc. C'est que Mbappé, il a donné des stats, mais le lien avec le public, le club, l'amour, la passion et tout, il n'a jamais su la transmettre, parce que c'est pas son truc, c'est pas un reproche, c'est comme ça. Mais Rai, même s'il était discret, en fait, tu sentais l'amour du Paris Saint-Germain, et tu le sens encore, même s'il travaille en face maintenant au Paris FC. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a porté très très haut les couleurs et la classe du Paris Saint-Germain. Rai, c'était vraiment la classe, quoi, et c'était un super représentant pour le club. Donc voilà. La fin des joueurs qui ont marqué le PSG ces dernières années et leur sortie, Kelkata, Thiago Silva, Cavani, Di Maria, Mbappé, absolument, c'est... de toute façon, le gros point noir, alors j'allais dire cancer, mais il faut peut-être pas abuser quand même, mais le gros écueil à tout ça, c'est Nasser El Khelaifi, en fait. Là, il s'est pris la tête apparemment avec Mbappé parce que Mbappé ne l'aurait pas cité dans son truc, mais en fait, si tu dois citer Nasser El Khelaifi
dans l'histoire du Paris Saint-Germain de QSI, il n'y a pas grand-chose de positif. Il y a quasi même que du négatif. Donc en fait, il est gentil, Nasser, mais s'il pense que ce qui marche bien au Paris Saint-Germain, c'est grâce à lui, bah, j'ai le désagrément de lui dire que non, c'est pas le cas. Qu'en revanche, avec les moyens qu'ils ont, si ça se passe mal dans certains cas, c'est à cause de lui. Oui, ça, il n'y a pas de souci, effectivement. Ce qui se passe bien, bah, c'est à cause de la puissance financière du Paris Saint-Germain, et ça, c'est pas Nasser El Khelaifi. Hein. Lui, c'est un joueur de tennis à la base, hein, donc voilà. Donc ouais, c'est... Bref. Perso, je le mets derrière Zlatan pour moi, Mbappé. Ouais, non, quand même. Enfin, à chacun son avis, et je respecte, mais Zlatan... Voilà, Mbappé, je pense qu'il a marqué plus le club. Déjà, il est resté plus longtemps, il a marqué plus de buts, il a fait plus de passes décisives, il a été plus décisif dans les gros matchs. Et ça, c'est quand même quelque chose. J'adore mon Zlatan, hein, vous le savez, mais Zlatan, dès que l'altitude se monte un petit peu, il n'y a plus personne. Et au Paris Saint-Germain, il n'y a pas un gros match dans lequel il a existé. Pas un. Je parle de Ligue des Champions, bien sûr, hein, pas des matchs contre Marseille. Hein. Donc voilà. Nax Bandit, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Kif Kony. JC Blanc était le pilier du PSG, bah bien sûr, absolument. D'ailleurs, devine, Manchester United a recruté Jean-Claude Blanc et ils ont commencé à structurer. Après l'arrivée de Radcliffe, là ils sont en train de Radcliffe, il n'y a pas de T à la fin, là ils sont en train de restructurer les bases du club, et le fait qu'il ait recruté Blanc, je me dis, bah en fait, d'ici 2-3 ans, Manchester United, c'est reparti, alors peut-être pas à gagner des titres, mais en tous les cas, plus être la risée de la Première Ligue. Donc voilà, et être compétitif, être constamment dans les places en Ligue des Champions, etc. Tu verras. Lui, c'est un gars, il sait ce qu'il fait en fait. C'est simple, c'est pas compliqué. Contrairement à Nak, cette espèce de bolos intersidéral. Enfin bref. Donc, mais bon. Voilà. Le problème, c'est que quand tu es Qatari et que tu veux un Qatari à la tête du club, bah, je pense qu'il y a un problème de représentativité du Qatar. Le Qatar est un tout petit pays en termes d'habitants, hein, et de nationalité qatarienne. Donc c'est vrai que si tu veux un Qatari, bah, c'est compliqué en fait. Il n'y en a pas 100 000 et c'est très compliqué pour eux en tous les cas, et ce que je respecte, hein, je respecte tout à fait, de mettre quelqu'un d'une autre nationalité à la tête de leur club. Ils veulent une représentativité qatarienne. Moi, je respecte, mais franchement, essayez de chercher, faites les fonds de tiroir, mais il y a quelqu'un d'autre au Qatar qui est compétent pour gérer un club de foot, quand même, faut pas déconner, il n'y a pas que Nasser El Khelaifi, c'est pas possible. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a des gens compétents au Qatar, hein. J'en suis sûr, même s'ils sont pas beaucoup, sur 200 000 personnes, ou 500 000, je sais pas combien ils sont, tu peux quand même trouver un mec qui sait gérer un club de foot, un peu plus avec les moyens qu'ils ont, ils sont tous à Harvard ou à Yale, donc bon, il y a un moment... Bref. Oui, Zlatan supérieur à Mbappé largement, dit Kif Kony. Bah écoutez, alors moi je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais j'avoue que j'ai un avis divergent, mais je respecte. Kif Kony qui dit il a rebâti la Juve, absolument, après Calciopoli. Le PSG, puis maintenant Man U, pas assez de temps à Nice malheureusement. Oui, absolument. Et puis, bah, Radcliffe, tu vois, il avait une priorité, je pense. C'était plus Manchester que Nice, en fait. Kif Kony, Zlatan, il a permis de mettre le PSG sur la carte de l'Europe. Au PSG, il y a clairement eu un avant et un après. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous là-dessus, sur l'image qu'il a renvoyée, c'est clair, mais aucun amour du Paris Saint-Germain. Il l'a toujours clamé haut et fort, d'accord? Donc ça c'est quand même compliqué de se dire, je vais mettre quelqu'un, légende du club que je supporte, qui n'a jamais aimé mon club, qui était là, tu sais pas pourquoi, en fait. Enfin, si, on sait pourquoi, pour l'argent, d'ailleurs, il l'a expliqué, hein, il a dit, je voulais pas partir de Milan, j'ai donné des clauses qui étaient infaisables, et ils ont tout accepté. Donc j'étais obligé d'y aller. C'est simple. Donc quand déjà ça commence comme ça, qu'ensuite il te dit que, en gros, le club sans Zlatan n'existe pas, que ceci, que cela, même si c'est un personnage, il y a un moment donné... il aurait jamais dit ça à l'Inter, à la Juve, à Milan, au Barça, ou un truc comme ça. Il a eu des déclarations, mais jamais
style Zlatan est plus grand que le Paris Saint-Germain. Ça n'existe pas, ça. Tu dis pas un truc comme ça. En tous les cas, tu le mais pas dans tes légendes, un gars comme ça. Mais bon, bref. Après, voilà, c'est perso. Ça ne change pas qu'effectivement, en termes de visibilité, Zlatan, il a très clairement mis le spot sur Paris et le club a commencé à réexister, parce qu'il existait dans les années 90, à réexister à ce moment-là, carrément. Donc voilà. Puis pour le PSG, marque mondiale, c'est surtout l'arrivée de Neymar qui les a placés tout là-haut. Oui, c'est pas faux, ça a aidé aussi, ouais. Je me demande d'ailleurs quel est le club de cœur de Zlatan, il a fait tellement de clubs différents. Bah, je suis désolé, hein, mais c'est nous, hein. Il l'a dit, c'est la maison. D'ailleurs, là, tu vois, il est directeur, il est directeur sportif, enfin, bon, pas sportif, mais on va dire technique, manager général au Milan. Il est revenu à Milan, il l'a dit plusieurs fois que c'était le seul club dans lequel il se sentait comme à la maison. Voilà. Désolé, c'est comme ça. C'est nous, on n'y peut rien. Donc voilà. Et d'ailleurs, même pas Bromby, là où il était formé, parce qu'en fait, il a acheté, il a investi de l'argent dans un des clubs, je ne sais pas s'il est vraiment, un club rival, je crois que c'est un club rival en plus, où il a investi de l'argent. Donc même son club formateur, il en a rien à foutre. Je veux dire, t'imagines, je sais pas... je dis n'importe quoi, mais Mbappé, par exemple, il est formé au Paris Saint-Germain. Enfin, non, d'ailleurs, Mbappé n'est pas formé au Paris Saint-Germain. Mais prenons un joueur formé au Paris Saint-Germain, Zaïre Emery, par exemple, ça devient une superstar. À la fin de sa carrière, il investit à Marseille ou à Lyon. Il y a un problème, non? Il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'est-ce qui se passe? Donc, Zlatan, c'est exactement ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, la statue qu'il y avait devant le club a été saccagée. Tout simplement, parce que en fait ils ont très très mal pris ça. Donc ouais, non, c'est pas, enfin, je pense sincèrement que Milan c'est le seul club vraiment qui porte dans son cœur. Après, il a respecté les autres clubs, hein, les grands clubs dans lesquels il est allé, comme la Juve ou l'Inter. Le Barça c'était plus houleux, mais en tous les cas la Juve, l'Inter et le Milan, c'est les trois clubs qu'il a vraiment respecté, et l'Ajax aussi, parce que l'Ajax c'est ultra strict comme club. Donc voilà. Zlatan, c'est un sacré personnage, tu m'étonnes. Kifkoni pour l'Europe, Zlatan pour tout le monde, Neymar, c'est sûr. Oui, alors tu veux dire Zlatan pour l'Europe et Neymar pour le monde. Ouais, oui, c'est clair. Mais le PSG était plus fort après Zlatan. Niveau foot, sans les blessures, Neymar a été une légende du PSG. Mbappé, c'est le foot de stats, la NBA, Netflixisation du football. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est un produit dérivé, Mbappé. Hein. Faut pas rêver, c'est clairement un produit dérivé de Messi et Ronaldo. C'est-à-dire que ces deux joueurs ont changé le football, pour ma part, pour le pire, mais bon, après c'est personnel, mais dans un espèce de sport individuel, dans un sport collectif, de stats, voilà, ils se sont livrés une lutte de statistiques absolument dantesque pendant 15 ans, je pense qu'il n'arrivera plus jamais dans le football. Des statistiques comme ils ont eu tous les deux là, pendant 15 ans, je pense que c'est jamais arrivé, par le passé même, c'est sûr, et je pense que ça n'arrivera plus jamais. Donc voilà. Maintenant d'ailleurs, on trouve qu'un attaquant c'est une pompe à vélo quand il marque moins de 20 buts par match, ou 20 buts, on se dit ouais c'est un attaquant normal. Non mais en fait, quand tu marques 20 buts dans un championnat chaque année par exemple, t'es un super attaquant en fait. Mais vraiment, t'es un super attaquant. Après il y a les autres jobards qui marquent 50 buts par saison. Et encore, 50 buts par saison, il y a quand même une saison où Messi il marque 92 buts je crois. Toute compétition confondue, c'est n'importe quoi en fait, parce qu'il doit jouer peut-être 70 matchs cette saison-là, peut-être 74, 72, mais pas plus, en tout, et il marque 92 buts, ça veut dire qu'il est à plus d'un but par match, presque 2, c'est n'importe quoi en fait, c'est un truc qui n'existe pas, ça n'existe pas dans le foot, ça n'existera jamais après, ça n'a jamais existé avant, et le problème c'est qu'Mbappé c'est un produit dérivé de ça en fait, c'est un gars qui sait ou pense savoir que tu ne gagnes un ballon d'or qu'avec des stats. Alors, tu as des exceptions, tu as style Modric, par exemple, ou des trucs comme ça, mais en gros, vraiment, ouais, comme dit Kifkoni, le dernier footballeur à l'ancienne, c'est ça, en fait. Avant, les ballons d'or, c'était Kaka avant.
Tu vois, c'était Kaka, Ronaldinho, des gars comme ça. On parlait pas de stats, on parlait de talent. C'est ça dont on parlait. Ronaldo, etc. Alors même si Ronaldo, en plus, il avait des stats. Mais c'était de talent surtout qu'on parlait. On se disait, c'est qui le plus talentueux, en fait, tu vois. Ou alors de titres. Style Michael Owen, par exemple, quand il gagne 5 titres dans la saison, à la fin, donc style Coupe Europa League, Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Community Shield, bref, il gagne tout ce que tu peux gagner, Super Coupe d'Europe, etc. Tout ce que tu peux gagner, sauf la Ligue des Champions et les championnats, hein, parce que bon, à l'époque, Liverpool gagnait pas de championnat, bah, c'est celui qui a le plus de titres, c'est celui qui gagne. Mais là, maintenant, on est sur quel est celui qui a le plus de stats. Enfin, je veux dire, Messi, il a volé un ballon d'or à Iniesta, ou à Xavi, comme tu veux, mais je pense plus à Iniesta. Il a volé un ballon d'or à Ribéry, juste à cause des stats. Juste à cause des stats, parce que ces titres, ils étaient en bois, ces saisons-là. Il gagne pas les titres, il gagne pas les titres qu'il doit gagner, mais pourtant, voilà, hein. Il les gagne parce que il dit bah ouais mais moi j'ai marqué 80 buts cette saison donc je suis le meilleur. Ok, bah, Mbappé c'est comme ça qu'il a grandi. Il faut bien savoir que lui il avait 10 ans, entre 10 ans et 20 ans pendant que ces jobards là ils se tiraient la bourre, et donc pour lui le foot c'est ça en fait, hein, tout simplement. Donc il y a aussi ça, hein, qu'il faut prendre en compte. Nous on a eu un recul sur le football que lui n'a pas, hein. Pas forcément. Pour lui, c'est pas ça. Le foot, c'est Messi, Ronaldo, et c'est comme ça que tu gagnes des ballons d'or, hein. Donc lui, il s'est mis en mode ballon d'or. Voilà. Déjà, quand ton objectif limite numéro 1, c'est le ballon d'or, c'est qu'en fait, on n'est plus dans le même foot. Parce que moi, le ballon d'or, j'en ai rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Je m'en fous complètement. Là, moi, ce qui m'importe, c'est quelle est l'équipe qui me procure le plus de plaisir. Je m'en fous du ballon d'or. Mais bon, ça me regarde pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une élection bidon qui sert à rien, quoi. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au JCRM? D'ailleurs, j'anticipe le prochain sujet, mais quand je vois les courses de Vini lors de la demi-retour, je vois pas où Mbappé va jouer. Effectivement, bah peut-être à la place de... J'étais en train de me dire ça aujourd'hui. Peut-être à la place de Rodrigo. Tout simplement, s'il fait son attaque à deux comme il le fait à l'heure actuelle avec Vinicius Mbappé, bah ça peut être pas mal. Avec Bellingham derrière, qui est un peu en espèce de 9,5 bizarre. Et je pense qu'ils vont se libérer, ils vont libérer Rodrigo cet été. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Et d'ailleurs, après, bah voilà, tu vois, ils veulent l'étape suivante, là ils en parlent déjà, c'est Florian Wirtz en 2025. Avec comme numéro 10, quoi, on va dire. Numéro 10 derrière Vinicius Mbappé, et au milieu de terrain, à côté de lui, effectivement, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, qui tournerait, tu vois. Et Bellingham redeviendrait ce milieu relayeur qu'il est, parce que c'est pas un numéro 10. Donc voilà. Donc ça peut être dans le futur une équipe de jobards, hein. Donc voilà. Et Rodrigo, c'est un super joueur, mais c'est vrai que le Real, on les connaît, hein. Le Real, ils sont là pour vendre des maillots, ils sont là pour faire rêver les gens, ils sont là pour être le plus grand club du monde. Rodrigo, malheureusement, il fait pas plus grand club du monde. Mbappé, il fait plus grand club du monde. Je sais pas si t'imagines l'attaque avec une attaque à 2 ou 2,5 parce qu'en fait, en gros, hein, Carlo, maintenant, il joue en 4-2-3-1, un truc dans le genre. Enfin, ou 4-3-3, mais inversé. Le plus exactement, c'est plutôt un 4-3-3 avec la pointe, le numéro 9 inversé, avec les deux ailiers qui repiquent un peu dans l'axe, et le numéro 9 qui, lui, au contraire, vient chercher au milieu du terrain. Donc voilà, donc ça peut être une super équipe, hein. Franchement, je te dis, hein, ça peut être une équipe extraordinaire, hein. Toni Kroos, Tchouaméni, Camavinga, ou Valverde, plutôt Camavinga, Valverde et Toni Kroos, et Bellingham, Vinicius, Mbappé, ça peut être top. Donc voilà. Et ce qu'il va y faire, va falloir qu'il se bouge sérieusement pour être au niveau du Real, surtout défensivement. Vini, il était au four et au moulin mercredi, ouais, c'est clair. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner Mbappé au Real. Il y a toutes les chances que ça cartonne, honnêtement. Là, je voyais encore un match de championnat d'Espagne, là, où tu te dis, mais les gars sont à 2 à l'heure, c'est incroyable, quoi. C'est fou. Je regardais, alors, ok, c'est Grenade qui est relégable, etc., mais le niveau de Grenade, maman, c'est horrible. Mais vraiment, vraiment horrible. Donc, je te dis, mais comment, dès qu'il y a une accélération, tout le monde est
scotchés au sol. Il n'y a personne qui bouge. Ils prennent un but, là. Qui c'est qui leur marque ce but? Ah ben non, mais c'était Real Madrid-Grenade. À un moment, il y a Brahim Diaz qui fait une accélération. T'as l'impression que les autres, ils sont dans un autre temps. Et ils sont à une autre vitesse. C'est pas... Imagine si c'est Mbappé qui fait cette accélération. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il remonte le temps, je pense. Il remonte le temps du match. Il repart à la 15e minute alors qu'ils étaient à la 63e, je pense. C'est ça qui se passe. Donc, non, c'est fou. Je pense que ça va cartonner. Mais en championnat, après, en Coupe d'Europe, le gros problème, c'est qu'il va arriver dans une équipe qui va être championne d'Europe ou, en tous les cas, finaliste. Voilà. Il y a quand même 80% de chances qu'il soit champion d'Europe. Mais avec le Borussia Dortmund cette année, franchement... faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais te dire, je le sais en tant que Milanais, ils le savent en tant que Parisien. Tout le monde l'a su. Hein. Alors, tout le monde pensait, dès que tu arrivais face à Dortmund, t'étais favori. Puis résultat, à la fin, c'est eux qui sont là. Hein. Donc on verra. Quel dernier ballon d'or de l'Ancien Testament, absolument. Et si CR7 ne va pas à la Juve en 2018, il récupère le ballon d'or. Probable, ouais. Il va planter 40 buts par saison minimum, Kix. Ouais, je pense aussi. Non, je pense que ça va être un carnage. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il va falloir que Vinicius ait envie de jouer pour lui. Bref. Il va falloir que la mayonnaise prenne entre les trois. Parce que c'est quand même trois gros égos. Ils aiment bien marquer des buts. Ils aiment la lumière, les trois. On va voir. Ça peut exploser en revanche. Mais c'est le Real et il y a Carlo Ancelotti. Donc voilà. Normalement, c'est quand même quelqu'un qui arrive à canaliser ce type d'ego. Donc voilà. Pour moi, Kix au Real, ça va faire un flop, je pense, dit au JCRM. Écoute, on en reparle à peu près au même moment, l'année prochaine, en 2025, pour se dire si Mbappé, c'est un flop ou pas, carrément. En tous les cas, voilà. Bon, le bilan d'Mbappé est quand même pas mal. Faut pas déconner, c'est un super bilan au Paris Saint-Germain, mais pas émotionnel. C'est un bilan chiffré, qui est extraordinaire, mais un bilan émotionnel qui est mitigé, ce qui fait en sorte que, effectivement, il est dans l'histoire du Paris Saint-Germain, mais c'est pas la légende ultime du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est rail. Et à égalité, Luis Fernandez. Bah, après, c'est personnel. Hein. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Allez, on va terminer par les finales. Les finales surprenantes, justement, là on en parlait, tu as tout à fait raison, on a un petit peu spoilé, mais c'est clair que le Real est ultra favori de cette finale. Ils en sont sortis encore, hein. Franchement, ils ont eu chaud contre le Bayern. Il y a un moment donné, je me suis dit, ça passe pas tout le temps. Et en fait, c'est passé avec Rossellou. Ce club est extraordinaire, en ce sens que il a quelque chose de magique, parce que intrinsèquement, les joueurs sont pas meilleurs. Franchement, alors oui, ils ont une star hors norme qui est Vinicius, ça, il n'y a pas photo. Ils ont un milieu de terrain qui est hors norme, qui est Toni Kroos. Et puis après, ils ont des bons joueurs autour. Mais tu vas pas me dire qu'ils sont à ce point-là supérieurs aux autres. C'est pas... Enfin, tu vois, je veux dire, même, tu vois, en face de Manchester City... Ils étaient inférieurs quasi partout. Vinicius, ok, est un super joueur, mais en face, des joueurs comme Vinicius, des Bernardo Silva, je sais pas, même Grealish, bon, non, rien à voir avec Vinicius, mais tu vois, Bernardo Silva, ou même Kevin De Bruyne, est-ce que c'est pas du niveau de Vinicius, tu vois? Kevin De Bruyne, est-ce que c'est pas du niveau de Toni Kroos, voire même peut-être un petit peu au-dessus? Et Bernardo Silva, est-ce que c'est pas du niveau de Vinicius? Dans un autre style, mais tout aussi provocateur. Bah si, je pense. Et pourtant, il gagne. À la fin, il gagne tout le temps. Et tu sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de... C'est magique, en fait. En fait, le truc, c'est que c'est limite de la physique quantique avec le Real. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés, mais vraiment, c'est dans leur chair, leur cœur, le plus profond d'eux-mêmes, qu'ils sont les meilleurs et qu'ils vont gagner. Parce qu'ils sont le Real, en fait. Quand tu mets cette tunique blanche, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand en plus elle est portée par quelqu'un qui transmet à ce point-là de la sérénité comme Carlo Ancelotti, quand elle est appuyée par un président qui a cette expérience qui est Florentino Pérez et qui fait vivre la légende du club tous les jours, je pense que quand tu le croises, le mec te transmet le fait que tu es dans le plus grand club du monde, en fait. Tu es le meilleur. Tu es là parce que tu es le meilleur. Et il y a un moment donné, en fait, ça agit sur la réalité. Rossellou,
Qu'est-ce qu'il fait là, en fait, Rosselló? Il fait quoi ici? Il fait... Même Brahim Diaz, il est devenu, franchement, quasi 2 fois plus fort que ce qu'il était à Milan en arrivant au Real. Même Bellingham, c'était un bon milieu de terrain à Dortmund, mais c'était quand même pas... je veux dire, tu te disais pas que c'était Zidane, quoi. Le mec arrive, il marque 20 buts en une demi-saison. Enfin, c'est stratosphérique. Les gars, en fait, sont, je te dis, c'est de la physique quantique. Ils influencent la réalité, en fait. Et c'est pas possible autrement. Il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose de magique au Real. Et ça, franchement, bravo au club pour ça. Félicitations, vous êtes le plus grand club du monde, il n'y a rien à dire. Et c'est pourtant le deuxième plus grand club du monde qui vous le dit. En tous les cas, un supporter du deuxième plus grand club du monde qui vous le dit. C'est très clairement... Ils sont injouables. Et si tu dois les vaincre, en fait, il faut jamais leur laisser une chance. Si le Bayern, à cette minute-là, à la 87e, il menait 3-0, on n'aurait pas discuté. C'était fini. Mais il mène que 1-0. Ça, c'est un gros problème. Comme en 2022, quand ils gagnent la Ligue des Champions. En fait, ils ont plein d'occasions de se faire sortir. Les mecs marquent pas les buts et à chaque fois, le Real les tue derrière. C'est en fait, lui, le Real, faut jamais lui laisser passer rien du tout. Donc, c'est simple, tu dois transformer toutes tes occasions pour pouvoir passer. C'est simple. Si t'en rates une ou deux, t'es mort. C'est fini, c'est déjà fini en fait. C'est mort. Que tu vois, Manchester City, c'est pas une ou deux, c'est 15 qu'ils ont raté sur l'ensemble des 2 matchs. Ils sont morts. Ils sont morts dans le film. Donc voilà. Et c'est la même chose pour le Bayern. Le Bayern, son match retour est extraordinaire. Le match du Bayern est vraiment très très bon. Et même le match aller est bon, en fait. Le 2-2, bah ouais, faire 2-2 contre le Real, ok, c'est à domicile, mais c'est pas... Sans les buts à l'extérieur, maintenant, faire 2-2, t'en fous un peu, en fait. Donc voilà, tu vas là-bas à 0-0, en fait. Et le match qu'ils ont fait, franchement, il était super. Donc oui, ils ont été un peu dominés, etc. Mais c'était de la maîtrise, c'était bien vu, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Mais le problème, c'est qu'ils en ont raté une ou deux. Et celle-là, fallait pas les rater. donc voilà. Donc ouais, le Real est stratosphérique. Est-ce que, justement, vis-à-vis d'un Dortmund qui ne les impressionne pas, où il n'y a pas d'exploit à les battre, est-ce que leur vigilance va se diminuer, ou alors est-ce qu'ils vont tout simplement être injouables en se disant non seulement on est les plus forts, mais en plus en face de nous on est une équipe qui n'est pas au niveau, donc on va les déglinguer. C'est très possible aussi. Donc voilà, en tous les cas, Ancelotti, il sait te prémunir contre ça. Donc je pense que le Real arrivera prévenu, mais c'est quand même fou. Cette équipe, c'est quand même fou. Et en influençant la réalité, bah, elle crée aussi des erreurs comme ce coup de sifflet pourri que aucun arbitre en 2024 ne fait. C'est-à-dire que tout le monde laisse jouer jusqu'au bout. L'arbitre de hors-jeu, jamais il lève le drapeau, surtout sur un hors-jeu qui est à ce point-là pas évident. Donc voilà. Et bah, là, tu sais pas pourquoi. C'est le Real, c'est la 89e ou la je sais pas combien. Et bah il siffle. Il lève le drapeau, l'autre il siffle, et c'est trop tard en fait. Et il laisse pas l'action aller jusqu'au bout. Très honnêtement, au fond de moi, je pense qu'il y a 5% de chances que De Ligt marque si tout le monde, s'il n'y a pas de coup de sifflet et que tout le monde est motivé par l'action. Parce que là, les joueurs du Real, vraiment, ils s'arrêtent en fait. Donc, enfin, ils s'arrêtent, quasi. Ils bougent encore un peu, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'investissement physique. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils puissent marquer si vraiment tout le monde joue jusqu'au bout l'action. Mais il y a toujours ce doute, et c'est emmerdant. Et le problème, c'est que bah, ça fait partie, effectivement, de cette espèce de physique quantique du Real qui, à force d'être convaincus d'être les meilleurs, qui vont gagner, qui sont invincibles, que ceci, que cela, bah en fait, influence tout ce qu'il y a autour, en fait. Et toutes les erreurs d'arbitrage, je dis pas que c'est ça, mais il y en a eu beaucoup avec le Real, surtout contre le Bayern d'ailleurs, mais il y en a eu énormément des erreurs d'arbitrage en faveur du Real. Et c'était alors je sais pas si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, mais peu importe, mais c'est vrai, moi j'ai remarqué ça aussi, il avait raison de le dire. C'est Daniel Riolo qui disait je ne me souviens pas d'une erreur d'arbitrage qui soit allée contre le Real Madrid. C'est, on va dire, si on prend depuis 2010. Si on prend depuis 2010, une erreur d'arbitrage qui va contre le Real, tu te souviens pas. C'est vrai, hein. Moi, c'est jamais arrivé. Je me dis, alors je parle en Ligue des Champions, attention, hein, peut-être en championnat contre le Barça avec Negreira, tout ça, ça c'est possible. Mais en revanche, en Ligue des Champions, une erreur qui va contre le Real, c'est rarissime en fait. Enfin moi, en tous les cas, j'ai pas souvenir. Donc
ça fait partie de la grandeur du club. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en fait, ce club influence parce que c'est le plus grand club du monde et que tu le veuilles ou non, quand tu es arbitre, en fait, il y a un moment, tu as du mal à siffler contre eux, ou des fois, tu vas siffler des trucs pour eux que tu n'aurais peut-être pas sifflé si c'était un autre club. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Dortmund a maîtrisé son plan contre le PSG, ils n'ont pas commis d'erreur et pendant 180 minutes. C'est fou la discipline sur un match, tout est possible. Il faut que le Real recroise régulièrement le chemin de l'OL pour redevenir le Real de 2003-2009. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, hein, faut pas oublier que, justement, tu as tout à fait raison de parler de ça, Kifkoni, de ce Real 2003-2009, hein, pendant 6, 7, 8 ans, je crois, ils ne passent pas les huitièmes de finale, jusqu'à ce que José Mourinho arrive, et c'est lui qui les ramène pour la première fois en demi-finale de Ligue des Champions, et d'ailleurs en demi-finale de Ligue des Champions, je crois qu'ils sortent au penalty, hein. Donc voilà, ils auraient déjà pu peut-être aller en finale avec José Mourinho, et c'est Mourinho, hein, qui crée cette espèce qui recrée la dynamique du Real, hein. Moi, on a beau m'expliquer tout ce qu'on veut sur le passif de Mourinho, son jeu, etc., mais le Mourinho du Real, c'est lui qui a façonné le Real Madrid des années 2010 et qui a redonné cet esprit vainqueur au Real qu'on voit encore maintenant. Donc voilà, mais après, ce n'est que mon avis, mais c'est clair que c'est lui qui a tout reconstruit, parce que le Real n'y arrivait plus du tout. C'était le Barça, vraiment très clairement, le club dominant en Espagne. Et même en Espagne, il a réussi à inverser les choses, hein, parce qu'il a gagné un championnat en marquant le plus de points contre le grand Barça de Guardiola. Donc franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait avec ce Real-là, hein. Donc non, franchement, faut pas oublier. Faut pas oublier, même si ça terminait un petit peu en autre boudin, parce qu'il allait trop loin dans son duel avec le Barça, ça l'a fait un peu péter les plombs, mais ça change pas qu'il a recréé une équipe en entier. Tous les recrutements de 2009, c'est lui, hein. Enfin c'est lui. Oui, c'est lui, entre autres, les Ronaldo, Benzema, etc. Tous les joueurs qui vont... Quand il recrute Modric, il leur dit, laissez-lui du temps, il dit aux supporters du Real, laissez-lui du temps et vous verrez, vous allez tomber amoureux de lui. Alors que tout le monde le siffle, tout le monde le trouve mauvais pendant sa première saison, Modric. Et lui, il le défend en leur disant, non mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point il est fort, vous allez tomber amoureux de lui. Résultat, voilà, enfin, c'est Modric, quoi. Il a un ballon d'or au Real, tu vois. Donc voilà, donc Mourinho, chapeau, monsieur Mourinho, c'est vous qui avez remis le Real sur les rails. Donc bravo. Il faut que ouais, mais en tous les cas, voilà. C'est peut-être la seule décision, là, j'y repensais, la seule décision, pas mais litigieuse, on va dire. C'est, tu sais, ce but de l'Ajax qui les élimine en 2019, je crois, ou 2020. Je crois que c'est en 2020. Avec cette balle dont on ne sait pas si elle est sortie ou pas, et comme ils n'arrivent pas à voir à la VAR, ils considèrent qu'elle n'est pas sortie, et le but est validé, et ça sort le Real de la compète. C'est peut-être la seule décision un peu litigieuse qui va pas dans le sens du Real, dont je me souviens de ces 15 dernières années. Donc voilà, et encore, c'est pas une décision scandaleuse, tu peux pas savoir si la balle elle est rentrée ou pas, elle est sortie ou pas. Donc tu considères qu'elle n'est pas sortie, tu peux pas prouver qu'elle est sortie, donc tu considères qu'elle n'est pas sortie, et puis il y a but, quoi. Puis voilà. Donc voilà, bref. Et puis l'autre finale de Ligue Europa, oui, alors le Borussia Dortmund, bon, énigmatique Borussia Dortmund, mais ils sont capables de le faire, je suis tout à fait d'accord avec toi, quand tu dis sur un match tout est possible, Kifkoni, je suis d'accord avec toi, vraiment, je suis vraiment d'accord. C'est vrai que tout est possible. Moi, j'avoue que je suis méfiant du Borussia Dortmund. Intrinsèquement, si tu me dis qui gagne cette finale, c'est sûr que c'est le Real, mais Dortmund, depuis le début de la compétition, déjà dans le groupe de la mort, tout le monde dit, nous inclus, ils vont terminer dernier, c'est sûr. Et la deuxième place va se jouer entre Newcastle et Milan, en se disant Paris sera loin devant, Newcastle, Milan, et Dortmund ils seront derniers. Résultat, ils terminent premier du groupe, Milan est sorti, Newcastle est dernier, et Paris est deuxième. Ok, tu les recroises en demi-finale, ils te remettent une rouste. Alors que Milan les a dominés aller-retour, hein. 0-0, il y a 18 tirs, hein, dont 16 cadrés, je crois. Et on termine à 0-0 le match aller. Normalement, on les sort à ce moment-là du truc. Donc voilà, bref. C'est hallucinant comment le Borussia Dortmund est inoxydable et tu ne sais jamais quel Borussia Dortmund tu vas avoir. Là, tu vois, par exemple, ils ont pris une rouste en championnat ce week-end.
tu sais pas pourquoi. Bon, alors c'était la même équipe Z qui l'avait mis la semaine d'avant, et pourtant la semaine d'avant, ils avaient mis un 5-1 dramatique à Bochum, je crois. Là, ils se prennent une rouste, je sais pas pourquoi en fait, il n'y a pas de raison, et ce Borussia Dortmund, très souvent est passé à ça, hein. On se souvient, le but, je sais pas, ne serait-ce que le but de Mbappé, la frappe que Zule va chercher, tu sais pas comment, en poule. Ce but-là, il fait la différence entre je suis premier de groupe et je suis pas tu vois, et je suis deuxième de groupe et j'ai pas du tout la même histoire en fait de Ligue des Champions. C'est vraiment, c'est hallucinant. Ce club est hallucinant cette année, donc je sais absolument pas ce qui va se passer en finale. Ça, ils me surprennent tout le temps. Et puis ce serait beau quand même que Marco Reus gagne quelque chose. Ouais, ça fait 2 fois que je le dis, mais franchement ça me ferait plaisir, j'aime bien ce joueur. Et moi je le trouve cool. Donc voilà. 2019, oui. 2020, c'est City en 8ème également, effectivement. Un 4-1, il n'y avait pas photo de toute façon contre l'Ajax, c'est vrai. Ce Dortmund, ce qui est fou, c'est qu'ils ont choc comme jamais la Bundesliga l'an dernier, avec la claire. Bah là, c'est la plus grande failure de toute l'histoire du championnat d'Allemagne. Bon, quoique non. Il y a le Bayer Leverkusen à la dernière journée aussi, en 2013, on en parlait, en 2002, pardon, on en parlait, justement, pour Leverkusen, on en a parlé cette année. Mais voilà, donc, ouais, non. Et puis, alors de l'autre côté, effectivement, en Europa League, on va un petit peu s'attarder sur l'Europa League, mais c'est clair que Atalanta, Bayer Leverkusen, début de saison, personne ne le dit. C'est clair, surtout que tu te dis, en plus, même après les reversés en Ligue des Champions, je me suis dit, bon, franchement, Milan, ils peuvent aller en finale. Et en fait, il y avait trop de gros clubs qui revenaient de la Ligue des Champions. Il y avait Liverpool qui était là. Il y avait du très très lourd en Ligue Europa. Finalement, tout le monde est passé à travers. Et ces deux équipes sont là. Et franchement, alors oui, bien sûr, sur la dynamique, le Bayer Leverkusen, tu te dis, ils sont invincibles. Donc voilà. Mais j'ai bien l'impression que l'Atalanta est une des rares équipes à pouvoir vraiment faire déjouer le Bayern par sa dimension physique. Donc je pense qu'ils vont les faire exploser physiquement. En tous les cas, c'est leur seule chance, parce que techniquement, très clairement, ils ne peuvent pas rivaliser. Donc c'est clair. Donc ouais, ça va être... ils sont pas mauvais, hein, l'Atalanta techniquement. Ils ont beaucoup upgradé par rapport à l'année précédente, par exemple. Mais quand même, c'est pas au niveau de Florian Wirtz, de Xhaka, de joueurs comme ça, ou de Grimaldo, par exemple. C'est des joueurs qui ont une qualité technique de très haut niveau. Donc c'est pas du tout les bons joueurs que t'as, les Pasalic, De Ketteler, qui sont pas mauvais, Lookman, Koop Miners, oui, c'est pas trop mauvais, mais tous les autres, c'est des peintres. Et en revanche, ils ont un physique de jobard, tous. C'est simple, c'est des Golgoth, et ça va être très compliqué. Alors, c'est vrai qu'au Bayern, ils ont quand même 2 grosses tours derrière, dont Ta, qui est vraiment, lui, quand je le vois marcher à côté d'un autre être humain, je me dis, mais ils sont pas à la même échelle, il y a un problème. Mais sinon, à part ça, voilà, l'Atalanta, c'est 11 Golgoth, donc quasi, hein, excepté Lookman. Donc c'est vrai que c'est compliqué hein, quand tu dois défendre sur un corner ou même juste subir les assauts en fait de ces Golgoth. Donc voilà un petit peu cette finale va être un petit peu spéciale. Tu dois y aller, Kif Kony. Bonne soirée, merci beaucoup, merci d'avoir été là. Bonne semaine, à bientôt. Et puis on se revoit probablement la semaine prochaine, et sinon bonne fin de saison hein. Et puis après il y a l'Euro en plus, donc oula, on en a encore des discussions dans Buonasera Calcio. Voilà, écoutez, voilà, on en a terminé pour ce soir. Moi aussi, il va falloir que j'y aille. Non, c'est pas ça, mais on en a terminé. Donc effectivement, on se revoit la semaine prochaine pour peut-être, on sait jamais, le grand final de la Première Ligue, hein, ça peut arriver, ou bien, enfin, peut-être pas mathématiquement, mais en tous les cas, quasi de façon certaine, s'il y en a un, en tous les cas, si Arsenal se rate, c'est compliqué, ou même si Manchester City se rate, hein, c'est possible que ce soit complexe d'aller les chercher, les autres. Donc voilà, on verra pour aussi la fin des autres championnats, et puis on s'approchera gentiment des finales de Coupe d'Europe, donc on aura des nouvelles à commenter. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir été là, ça a été un plaisir encore de passer cette heure avec vous, à débriefer l'actualité du football européen. Je vous souhaite une excellente soirée, et puis n'oubliez pas, hein, ciao les gars, ciao ciao.